Bonjour à tous. Alors, parler des enjeux éthiques du vieillissement et en particulier à domicile revêt-il finalement un aspect particulier? Qu'en pensez-vous, Jean-Étienne? Prenons le cas d'une personne âgée qui a 90 ans, qui a quelques troubles de l'équilibre à domicile, non investigués, non identifiés, et qui souhaite instamment rester chez elle malgré le risque de chute et d'autres dangers. Cette personne, elle incite sur son désir de rester chez elle. Indépendante, elle refuse toute forme d'institutionnalisation et elle ne souhaite pas avoir d'aide à domicile. Les professionnels autour d'elle s'interrogent. Comment alors réfléchir et décider? Respecter son souhait, même si cela pourrait la mettre en danger, ou bien intervenir et minimiser les risques? Le domicile est un endroit particulier. L'espace du chez-soi, protecteur, qui met à l'abri. Lorsque le danger est présent, l'identité même de la personne est questionnée et bousculée. Ce domicile qui touche l'espace de chez-soi touche profondément l'autonomie, l'intimité, la liberté, l'identité même de la personne. Cependant, ce chez-soi qui met à l'abri, c'est ce que j'ai raté comme phrase, lorsque le danger est présent, maintient aussi à l'écart. Dans le quotidien de l'accompagnement à domicile d'une personne vieillissante, plusieurs questions se posent. Jusqu'où est-on légitime pour décider pour la personne? Mais aussi, comment prendre en compte la vulnérabilité de cette personne et en même temps la protéger dans ses droits et ses libertés? Comment concilier l'exigence de protection de la personne avec elle, du respect de son autonomie? Jusqu'où est-il possible de contraindre une personne pour la protéger? Jusqu'où la sécurité de la personne justifie-t-elle une limitation de sa liberté? Des questions que les professionnels du domicile auxquelles sont souvent confrontés. Les problématiques que les professionnels du domicile voient poindre sont souvent de cette nature-là et doivent s'appuyer sur des principes très particuliers qui sont la reconnaissance de la personne, le respect de cette personne dans son lieu de vie, la primauté de la personne dans l'organisation des soins et la place des aidants. Ainsi, penser les enjeux éthiques du domicile, du soin et de l'accompagnement d'une personne vieillissante, c'est interroger les conditions de cette vie et de cette personne en particulier. Si la notion de choix de la personne est sans contrainte, si l'expression de sa volonté en lien avec ce principe d'autonomie fait entrer le choix, la notion de choix, du respect de ce choix, de ses préférences, de son intimité, mais aussi des secrets que l'on a partagés avec elle. Lorsque la personne est en mesure de formuler ses souhaits et d'exprimer sa volonté, elle peut aussi décider d'accepter tout, de refuser tout, de négocier une partie, mais aussi d'interrompre le soin à domicile. C'est à cet instant-là que les professionnels de l'accompagnement à domicile doivent jouer de principes intéressants qui seraient la négociation, qui serait aussi le compromis et qui serait aussi la temporalité. Si une personne est en incapacité provisoire ou définitive de décider, elle doit pouvoir être accompagnée par un dispositif existant, sans oublier la possibilité de la réversibilité de la situation. Les professionnels, dans ces situations-là, de difficulté à pouvoir exprimer sa volonté, doivent être particulièrement aguerris au repérage des situations de maltraitance et d'en signaler si besoin en concertation et selon la loi. Si le respect de l'autonomie est indéniable, la question pourrait être, mais comment la respecter, cette autonomie? De l'autonomie à tout prix avec l'absence d'accompagnement. Cette personne ne veut pas qu'on l'accompagne à domicile, soit respectons-la. Est-ce qu'on l'abandonne? Est-ce qu'on reste solidaire de cette personne qui a des besoins? Mais aussi de cette question aussi du choix de cet accompagnement, quoi qu'il en coûte et quelles que soient les conséquences que cela va engendrer sur cette personne.
Une des conditions aussi qui est intéressante à souligner, c'est la question de la bienfaisance et de la non-malfaisance. Dans ce critère-là, il est question d'assurer le bien-être, que la personne n'ait pas de souffrance particulière, mais aussi de réfléchir, en respectant cette autonomie, des risques encourus. Une autre condition qui est intéressante dans cette particularité du domicile, c'est la question qui a déjà été évoquée ce matin, qui est la question de l'équité et de l'accessibilité. Un accès aux ressources nécessaires pour vieillir à domicile, c'est un défi majeur. Pour les personnes qui accompagnent les professionnels qui accompagnent les personnes à domicile, ils voient bien de quoi je veux parler. Avoir accès aux soins de santé, aux aides techniques et aux services de soutien. Une autre condition qui est importante à souligner, c'est la qualité des soins. Ça a été évoqué tout à l'heure par Philippe Saltel, cette notion de compétence. Maintenir un haut niveau de qualité de soins et d'accompagnement à domicile sont aussi des défis. Encore une autre condition, la confiance. Cette confiance, celle qui s'établit au fur et à mesure du vécu commun, partagé, des partages avec les professionnels et d'un respect mutuel qui s'instaure. Enfin, la place des aidants, qui a une part importante dans cette réussite du domicile. Pour les professionnels, il faut savoir aborder cette collaboration avec une connaissance de l'histoire de cette aide. Si elle est familiale, si elle est conjugale, si elle est amicale ou si c'est du voisinage. Intégrer les aidants est une notion très importante sans leur faire porter le poids de cette situation, sans leur faire porter le poids des difficultés du système de santé actuel, mais aussi en repérant l'épuisement et de les aider à les orienter vers des structures aidantes ou de répit. Finalement, le chez-soi, c'est un espace du care, du nursing et de l'attention. Quand quelqu'un ne peut pas rester seul chez lui, alors, à ce moment-là, il y a intrusion de l'organisation du travail, celle des professionnels qui interviennent, celle des plannings, celle de la fragmentation des tâches qui font incursion dans la vie privée. Comprendre l'écosystème de la personne qui est accompagnée à domicile est une nécessité. Sur quelles ressources pouvons-nous nous appuyer, que ce soit la famille, les voisins ou les aidants? La singularité des personnes accompagnées fait face et montre très facilement la question de la réalité du domicile qui est une incroyable diversité des situations. Nous l'avons évoqué à plusieurs reprises dans toute cette journée. Chaque être humain étant unique, qu'il ait 1 an ou 100 ans, nous serons toujours dans cette singularité. Lorsqu'on atteint des limites à domicile, il ne faut pas voir ça comme un échec, mais c'est un temps structurant du parcours de soins, de l'histoire de vie. Les acteurs sur le terrain, du soin, du social et de l'accompagnement doivent pouvoir s'appuyer sur les collaborations avec les autres personnes dans la coordination des actions. Faciliter les relais entre les structures, s'appuyer sur les solidarités locales si elles existent, afin d'aider les aidants, les associations de quartier. Enfin, pour répondre à la situation initiale que je vous proposais en propos introductif, nous pourrions proposer la réflexion suivante. Face à cette personne qui veut rester à domicile, on pourrait lui proposer l'instauration d'un dialogue et une compréhension des attentes de cette personne. Une information éclairée sur les risques encourus et les alternatives possibles pour une prise de décision informée. La recherche de compromis en explorant les situations intermédiaires. Une consultation en équipe interdisciplinaire en sollicitant des avis pour équilibrer les besoins de la personne. Enfin, n'oublions pas qu'être chez soi est une façon encore d'être soi, d'exercer son pouvoir, même si celui-ci est amoindri et fragilisé. Je vous remercie. Je vous remercie d'être tous là. Je suis médecin généraliste, médecin coordonnateur en EHPAD, et je remercie le comité d'organisation pour m'avoir invité. C'est vraiment très agréable de venir parler un peu des EHPAD qui sont les oubliés en fait de la société. Je remercie Maxime Lugosi qui m'a un peu drivé là, en disant surtout tu ne mets aucun acronyme, et en fait je les ai tous mis en page d'accueil pour ne pas les remettre. Et il m'a dit tu respectes ton temps, donc je vais essayer de respecter mon temps. Un EHPAD, c'est quoi?
Un EHPAD, c'est un établissement d'hébergement pour personnes âgées de plus de 60 ans qui nécessite une aide et des soins quotidiens pour effectuer les actes de la vie courante. Les missions, c'est accompagner des personnes fragiles et vulnérables, préserver leur autonomie par une prise en charge globale, à la fois dans l'hébergement, la restauration, dans la collectivité, l'animation et les soins. C'est un lieu de vie, de sociabilisation, de soins et d'accompagnement de la fin de la vie. La prise en charge des personnes vulnérables entraîne un questionnement à toutes les étapes. Pour citer quelques exemples, en premier, bien sûr, il y a le consentement à l'institutionnalisation, le fait d'accepter de rentrer en EHPAD, la liberté d'aller et venir en institution, le droit au respect de la vie intime des résidents et de leur sexualité, et le droit à l'acceptation ou au refus des soins. Mais qu'en est-il des personnes concernées qui ont des troubles cognitifs et ou des difficultés à s'exprimer et faire entendre leur voix? Comment être sûr, par exemple, de la possibilité de consentement éclairé? J'avais discuté avec une présidente de tribunal qui me disait qu'elle parlait d'un consentement qui pouvait être abîmé et pas forcément éclairé dans les troubles cognitifs. Je vais vous raconter des tranches de vie, c'est pour ça que je vais lire mon texte, en fait. Je suis désolé, c'est important de refléter tout ce qui s'est passé dans ces situations cliniques, en fait, dans ces tranches de vie. Visite de préadmission, Monsieur M, il vit à domicile seul dans sa villa. Son voisin a été son ancien apprenti à l'usine il y a 60 ans et il en a gardé pour lui une grande admiration et un profond respect. Mais Monsieur M sort dehors et se perd toutes les nuits. Il oublie ses clés et ne peut rentrer chez lui. Alors, quand il s'en rappelle, il va sonner à la villa voisine. C'est pratique, ils ont les clés. Mais bon, à chaque fois, c'est à 2 heures du matin. Le médecin traitant, de son côté, est harcelé par les services de la mairie. Il faut faire quelque chose. Alors, il nous interpelle. Visite de préadmission. Monsieur M est inquiet. Il se retrouve dans un EHPAD, il ne sait pas pourquoi. Sa tutrice et ses voisins sont épuisés. La situation est signalée comme une urgence extrêmement urgente. Et Monsieur M accepte de rentrer en EHPAD. Oui, mais pas tout de suite, seulement quand il se sentira prêt. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, nous acceptons son refus, même si nous étions très inquiets pour son retour à domicile, et nous lui proposons de le revoir quand il sera prêt. Quelques mois plus tard, il revient, retour d'hospitalisation après une nuit passée dehors dans le froid. Il est fatigué, épuisé. Nous lui parlons de la mise en danger sur la voie publique dont il semble se souvenir. Et lorsque nous lui demandons son accord, il nous le donne. La directrice insiste. Vous savez ce que ça veut dire? Que vous allez faire vos valises, fermer votre porte à clé, déménager et ne plus rentrer chez vous. Il répond qu'il a compris et qu'il veut rentrer en EHPAD. Il y a eu un soupir de soulagement dans l'assemblée avec la tutrice et les voisins. Il y a nos feuilles qui se sont soulevées tellement il y avait un grand soupir de soulagement. On peut passer. Là, c'est à l'admission maintenant. Madame C, elle a 80 ans, à 84 ans. Elle est en forme, même si elle refuse souvent les soins de toilette à domicile et ne prend plus ses traitements. Et même si elle oublie qu'elle perd la mémoire. En visite de préadmission à son domicile, elle nous dit qu'elle ira en EHPAD lorsqu'elle sera vieille et impotente. Et elle me dit « au plaisir ». Pour me licencier, alors on lui laisse le temps. Des semaines plus tard, les enfants nous assurent de son accord. La situation est jugée catastrophique à domicile et nous acceptons l'entrée. Mais celle-ci, au dernier moment, est reportée par les enfants car la dame refuse de suivre les ambulanciers malgré les tranquillisants. C'était sans compter sur la volonté féroce des ambulanciers, lui faisant croire qu'ils l'emmenaient à un goûter et, pour faire plus vrai, avait fait un détour par la boulangerie pour lui acheter un croissant et lui avait fait croire qu'elle prendrait le café à l'EHPAD. Au départ des ambulanciers, nous comprenons que la confiance de tous a été trahie. La dame hurle et menace, elle secoue les portes fermées de l'unité psychogériatrique. Elle réclame un téléphone pour appeler la police. Nous contactons de nouveau la famille. La famille nous répète que la situation était intenable à domicile. Nous parlementons pendant plusieurs heures et la vieille dame est rentrée chez elle dans la journée.
En partant, elle me lance un « au plaisir de ne jamais vous revoir ». Nous nous sommes ensuite régulièrement informés de son état de santé, aucun problème grave. Elle est décédée à son domicile, dans des conditions que l'assistante sociale nous a décrites comme sereines, selon son choix. Vie intime et sexuelle. Transmission d'une aide-soignante de nuit. Je retrouve à 21h madame dans la chambre de monsieur V, tous les deux dans la salle de bain. Quand je lui demande ce qu'elle fait ici, elle me répond avec un grand sourire, du charme. La contention, parce qu'on attache les gens en EHPAD, hein, on a le droit d'attacher les gens, enfin c'est terrible, on a le droit de... Enfin, c'est une vraie torture d'être attaché, et en EHPAD, selon certaines conditions, on a le droit d'attacher les gens. On essaye de ne plus les attacher, bien entendu, hein, on essaye d'interdire les contentions. C'est une dame qui est rentrée en EHPAD pour des chutes à répétition. Chute à répétition, ça veut dire 2 chutes dans l'année. Hein, quand on parle de chute à répétition, c'est 2 chutes dans l'année. Ce qui n'est pas beaucoup. Pas beaucoup par rapport à cette dame. Et cette dame, au cours de son séjour, j'ai compté, elle a fait 98 chutes dans l'année, dont un tiers ont mené à une hospitalisation pour traumatisme crânien et des plaies à suturer. Plusieurs chutes dans la même journée, y compris aux urgences, chute de brancard, au point que les urgences nous ont intimé l'ordre de ne plus l'adresser aux urgences. Son conjoint réclame une contention. Pourquoi vous ne l'attachez pas? Elle y est opposée. Vous attendez l'accident? Je réponds que je n'attends pas l'accident, mais qu'il peut arriver. Et j'explique que les contentions augmentent de manière paradoxale le risque de chute grave. Après avoir épuisé toutes les solutions alternatives imaginables, réévalué son projet d'accompagnement où elle nous a répété qu'elle ne voulait pas de contention, nous lui avons proposé un casque en mousse qu'elle a au départ accepté et ensuite qu'elle a enlevé. Elle décédera quelques mois plus tard, sans chute, sereinement et libre de ses mouvements. Là, je pense qu'il faut lire l'article du Monde diplomatique de mars 2025 sur le grand enfermement, en fait. Voilà. Où passer la prochaine pandémie, il faut surtout éviter les maisons de retraite. Refus de soins. Là, c'est retour de monsieur M après une hémorragie cérébrale massive qui l'a paralysé de tout le côté gauche. Donc on voit bien un monsieur qui ne peut pas du tout bouger tout son côté gauche. Il présente également des troubles de l'élocution, il ne peut pas s'exprimer, et il présente aussi des troubles de déglutition. Et en hôpital, on lui a passé une sonde nasogastrique pour l'alimenter. Cette sonde, il l'a arrachée avec sa main droite à plusieurs reprises. Et à un moment, on lui dit « c'est plus possible ». Et il revient en EHPAD avec la main droite attachée, le côté gauche paralysé. Et on nous interdit formellement de détacher la main droite, la seule qui était mobile en fait, pour pas qu'il arrache sa sonde. Il était impossible de communiquer avec le monsieur et de recueillir son avis. En raison de l'importance de cette décision et de l'absence de directive anticipée, nous nous sommes adressés à son épouse. Elle souhaitait que la contention soit maintenue, car elle redoutait qu'il ne meure de faim s'il arrachait sa sonde. Devant ce dilemme, une réunion de concertation s'est déroulée en urgence auprès du médecin traitant, de l'équipe soignante et en présence de l'épouse. Elle a pu permettre de prendre la décision collégiale d'enlever le lien et de laisser au monsieur la liberté de son choix, y compris celui d'enlever sa sonde. Il est décédé quelques semaines plus tard sans avoir arraché sa sonde. Globalement, quand on est en EHPAD, on a d'excellents rapports avec les structures aux alentours, avec l'hôpital, avec les urgences. Et puis, il y a quand même des phrases qu'on ne voudrait pas entendre, parfois, hein, qui ne sont pas hyper fréquentes, mais elles existent quand même. Hein. Quand on me demande, quand je veux hospitaliser quelqu'un qui fait quelque chose de grave, et qu'on me demande « elle n'a pas un Alzheimer trop cogné, votre dame ?» Je trouve ça extrêmement choquant. On m'a aussi répondu, il y en a marre, on n'est pas la poubelle de la ville. Et un chirurgien qui dit à une épouse d'un homme, je fais tous ces examens pour pas qu'il me claque entre les mains, en fait. Au décours d'une infection respiratoire grave, elle a quoi comme projet de vie, cette dame? Enfin, je réponds, immédiatement, elle est en train d'étouffer, son projet de vie, c'est de respirer d'abord. On a aussi des refus de soigner, car refus d'obtempérer.
La, la dame dont on parle dans la conclusion de la lettre, c'est une dame qui s'est occupée de tout son immeuble, qui s'est occupée de toutes ses voisines, tous ses voisins. Elle est hospitalisée. Tout l'immeuble se met ensemble pour s'occuper d'elle à son retour. Et elle fait des allers-retours parce qu'elle est âgée, elle fait souvent des maladies. Et elle refuse d'aller en EHPAD. Et la réponse dans le courrier de retour, c'est que, à partir du moment où elle refuse d'aller en EHPAD, cette dame, elle ne sera plus réadmise dans le service hospitalier. D'un autre côté, moi j'ai une propre autocensure, c'est qu'il m'arrive effectivement, alors mes collègues hospitaliers doivent se boucher les oreilles, c'est qu'il m'arrive de temps en temps quand même de mentir quand j'appelle et d'oublier 2-3 maladies et de rajeunir les gens en fait. Voilà, et pour finir, l'EHPAD, c'est un lieu de vie, mais c'est aussi beaucoup un lieu de fin de la vie. On a beaucoup d'écrits dans les unités où on avait des personnes qui sont atteintes de maladies neurocognitives sévères, avec des démences sévères, ce qu'on appelle le long mourir. C'est des gens, on décide qu'ils sont en fin de vie, on acte la fin de vie, on arrête les médicaments, et en fait, ils reprennent une vie, une activité pendant des semaines et des semaines, alors qu'on a tout arrêté. Et on sait qu'ils vont mourir au bout d'un moment. En fait, c'est ce qu'on appelle le long mourir. Mais dans le long mourir, quand ça peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, quand est-ce qu'on peut décider d'une démarche palliative? Comment on peut limiter l'obstination déraisonnable, mais sans se dire que finalement on ne fait rien? Parce qu'en EHPAD, on a très peu souvent de directives anticipées remplies et peu de désignations de tiers de confiance. Et tout à l'heure, le professeur Aubry parlait du sentiment d'indignité. Il y a cette ambivalence. C'est vieux que la société persuade qu'ils sont trop encombrants. Et à ma dernière visite de préadmission, il y avait une dame qui disait « Je n'ai qu'une seule envie, c'est celle de mourir, mais je tiens beaucoup trop à la vie. » Bien, j'ai quelques minutes pour vous faire découvrir un service un peu particulier au sein de mon EHPAD, un service qui a un petit truc en plus, voire même 2 petits trucs en plus, puisque c'est la question du handicap et du vieillissement qui s'y côtoient. Dans la suite de ce petit exposé, on abordera quelques points du parcours de ces personnes handicapées sous l'angle du consentement. Donc, c'est un service nommé Les Hirondelles. Il accueille 14 résidents en situation de handicap psychique ou de déficience intellectuelle qui ont besoin d'une prise en charge médicalisée en raison soit de leur handicap, soit de leur vieillissement. Les objectifs qui sont poursuivis au sein de ce service, c'est de permettre aux personnes de maintenir leurs acquis, de soutenir et de contenir leur vie psychique et optimiser la capacité d'adaptation à la vie sociale et collective. Vous avez quelques photos qui présentent l'EHPAD. Voilà. Et donc là, quelques photos du service dont je vous parle, qui est notre sujet. Donc ce service se situe au 2e étage de l'EHPAD, avec une vue sur le parc. L'espace intérieur collectif est assez grand, composé donc d'un coin salon, d'un coin salle à manger, d'un coin cuisine. Et les résidents logent dans des chambres individuelles qu'ils ont particulièrement investies, les meubles, les photos, les posters, les bibelots. Pour autant, en dehors de cette unité, tous les espaces de l'EHPAD sont ouverts et partagés avec ces résidents des Hirondelles, dont, entre autres, les activités auxquelles tous les résidents, soit de cette unité, soit du reste de l'EHPAD, participent, sachant que les résidents des Hirondelles participent à beaucoup plus d'activités du fait d'une autonomie un petit peu plus grande en raison de leur plus jeune âge. Notre sujet, c'est le consentement. Quel consentement de la part de personnes handicapées vieillissantes tout au long de leur parcours? Bien sûr, le cadre juridique existe, ce n'est pas là notre sujet, donc le consentement qui est un droit fondamental, même pour une personne qui est sous protection juridique, comme c'est le cas pour la majorité des personnes handicapées vieillissantes. Ceci dit, la déficience cognitive, psychique, les difficultés relationnelles et celles de communication
sont susceptibles, comme nous l'avons vu, d'interférer avec le processus de consentement, voire de décision. Pour autant, la personne doit être associée aux décisions la concernant à la hauteur de ses capacités. Le recueil du consentement est aussi une façon de respecter l'autonomie, un des 4 principes des enjeux éthiques dans une pratique médicale. Et la prise en compte de la parole du résident, ce consentement, donc se doit et est recherché tout au long du parcours du résident, lequel parcours débute bien avant l'entrée éventuelle en EHPAD. Le libre choix du lieu de vie pour les personnes handicapées psychiques et intellectuelles après 60 ans existe-t-il dans un contexte de pénurie de réponses? Une petite illustration, M. G, 67 ans, porteur d'une trisomie 21, vivait dans un foyer depuis 2013 après avoir travaillé en CAT. C'est centre d'aide par le travail, c'était la dénomination de cette époque-là. Il a fait le choix en 2019 de venir vivre à la maison de retraite avec les papiers et les mamies, c'est son expression. Alors, comment et pourquoi a-t-il fait ce choix? Il a bénéficié de ce qu'on appelle le projet Passerelle, qui a été mis en place en 2007 par l'EHPAD. C'est un projet qui est basé sur l'ouverture de l'EHPAD à d'autres établissements accueillant des personnes en situation de handicap. Ce projet a vraiment pour vocation d'ouvrir l'EHPAD, de venir faire connaissance ensemble, de découvrir les professionnels qui y travaillent et tout ça autour d'animations qui ont lieu à l'EHPAD. Ce projet Passerelle est une façon d'expérimenter la vie en EHPAD. Si cet exemple paraît en tout cas satisfaisant pour M. G, on peut se poser les questions suivantes. L'information a-t-elle vraiment été suffisante? Qu'en est-il de sa compréhension à l'époque? Et s'il avait eu d'autres choix, aurait-il maintenu sa position? L'augmentation de l'espérance de vie des personnes handicapées est réelle. Les plus de 50 ans sont plus nombreuses dans toutes les structures. Pour personnes handicapées, les établissements, les services sont amenés à s'adapter tant bien que mal aux évolutions de la prise en charge et développer des compétences différentes. Le parcours des personnes handicapées est censé éviter les ruptures de prise en charge. Pour autant, dans notre logique, est-ce qu'il est possible de passer à 60 ans du statut de handicapé à celui de personne âgée? L'EHPAD ne peut être la solution unique pour cette population et la fatigue des aidants ou la limite d'âge d'accueil dans les foyers ne devrait pas être le seul guide. Le consentement apparaît toujours le préalable pour la suite du séjour, pour que ça puisse bien se passer pour le résident. Quelles compétences professionnelles aux hirondelles? Alors, comment concilier une vision soignante et une vision éducative tout au long de l'évolution de l'accompagnement des résidents de cette unité? Alors, autre exemple, M. G, donc porteur d'une trisomie 21, ne veut pas toujours rejoindre son unité pour manger le soir avec les autres résidents. Certains soignants respectent son refus. Ainsi, lui arrivait de manger plus tard, seul, voire de ne pas manger du tout devant un refus persistant. La question, est-ce vraiment un non-consentement de sa part? Un moniteur éducateur arrivé récemment au sein de l'équipe explique, lui, comment il agit dans cette situation. Il va voir le résident avec une fourchette. Il lui montre celle-ci en lui demandant de venir manger à table et M. G le suit sans problème. L'équipe s'approprie rapidement cette pratique. On voit ici comment le manque de formation n'a pas forcément permis d'analyser cette opposition et a pu donner lieu à des pratiques professionnelles inadaptées, voire maltraitantes. Il est nécessaire de connaître les caractéristiques et les besoins de la population handicapée vieillissante. Donc l'idée, en intégrant une compétence de moniteur-éducateur au sein de l'équipe, par ailleurs très stable, a vraiment pour objectif de faciliter une vision plus intégrative des compétences éducatives et soignantes et en miroir d'espérer pouvoir faciliter le vivre ensemble ou en tout cas de le soutenir, le vivre ensemble de ces deux populations différentes que sont nos personnes âgées et nos personnes handicapées vieillissantes, un apport réciproque pour mieux vivre ensemble. La place de la famille, un équilibre entre protection et autonomie. Quelle est la place des familles dans le processus de consentement de ces personnes vulnérables que sont les personnes handicapées vieillissantes? Monsieur D, 68 ans, atteint de trisomie 21 et de schizophrénie, est entré en février 2016 dans le service.
Son état a évolué, il présente alors une obésité importante, il peut rester au fauteuil la journée, mais il fatigue très très vite. Il ne bénéficie donc plus, a priori, des bénéfices inhérents à la prise en charge spécifique de ce service. Et il est donc transféré des hirondelles dans un service adjacent au sein de l'EHPAD. Le Conseil de vie sociale s'est insurgé contre cette mesure. Pourquoi ? Alors, sachant qu'on a préparé, bien sûr, ce transfert des hirondelles dans l'autre service, dans toutes les règles de l'art, que le résident lui-même verbalise qu'il est très, très content de son nouvel environnement, que sa chambre lui plaît mieux et qu'on s'occupe bien de lui. Quelques représentants des familles donc du Conseil de vie sociale qui n'ont pas de lien avec les résidents, avec ce résident-là, expliquent que pour eux, le service, c'est une famille et qu'il ne faut absolument pas changer l'ordre des choses et que je n'aurais pas le droit de le faire. Ils expliquent que leur proche a souvent été ballotté tout au long de ce parcours de handicap et ils refusent de faire connaître encore un changement à leurs proches dans cette dernière partie de sa vie. Si là aussi le cadre juridique ne fait pas de doute sur les places et responsabilités de chacun, ce qui me paraissait intéressant, c'était de soulever cette question du consentement qui se colore à la lueur de plusieurs paramètres, peut-être qu'on n'aurait pas pu voir venir. Donc la place des familles est particulière, elles sont souvent très impliquées. Les résidents entrent jeunes, leurs parents sont souvent vivants et ils n'ont en général pas de descendants. Lorsque leur parent disparaît, l'institution reste le principal milieu de relation et souvent c'est la fratrie qui prend le relais familial. Ces familles connaissent très bien leurs proches, ses habitudes, ses souhaits. Ils sont souvent dépositaires des souvenirs de vie, de famille. Et ils connaissent également très bien le service, la durée de séjour pouvant être très longue. Certains sont là depuis presque 20 ans. Et ils connaissent également très bien les autres résidents qu'ils associent un petit peu à des membres de leur famille. Donc si la recherche de l'avis des aidants fait partie de la recherche du consentement de ces personnes handicapées vieillissantes, c'est une façon d'impliquer la famille. Seulement là aussi, comme vous le disiez, le risque est que ces familles prennent trop de place, projetant leur propre volonté en pensant en toute conscience ce qui est mieux pour le résident. Et lorsque la famille est tutrice, il s'agit là de vraiment ouvrir une discussion et un travail collégial afin de pouvoir continuer à garantir à la personne accompagnée la qualité de son expression, de son consentement, voire de son assentiment. Pour conclure, une petite touche agréable, on va dire. Donc un voyage à Agadir d'une semaine avec 4 de nos résidents et 3 professionnels. Là, on a été au-delà d'un consentement des résidents puisque c'est eux qui ont fait germer l'idée il y a 2 ans et qui nous ont tannés pour qu'on puisse faire aboutir ce projet. Et c'était une façon pour eux de vouloir découvrir d'autres cultures, d'autres pays, de prendre l'avion. Alors, je marque dans un environnement inclusif, je pourrais dire même dans un hôtel-club all-inclusive, 4 étoiles. Ils sont revenus super heureux. Voilà, merci. Donc, bonjour à tous. Donc, on s'est partagé avec le professeur Jean-Étienne Bazin l'accès aux soins critiques. Après l'EHPAD, c'est un océan à traverser, c'est intéressant. On pourra quand même rebondir sur quelques histoires cliniques. Merci. Et je précise que Eddy Gouty fait également partie du comité d'éthique du CHU de Grenoble. Donc moi, Sylvaine Robin, je suis médecin anesthésiste réanimatrice. Je travaille actuellement aux soins intensifs de l'hôpital de Voiron, après avoir longtemps exercé en réanimation cardiovasculaire au CHU. Je co-préside avec Maxime Lugosi le comité consultatif d'éthique clinique du CHU et je suis membre du comité d'éthique de l'ASFAR. Donc ma partie première va reprendre des éléments déjà abordés par mes collègues lors de la première session du début d'après-midi, notamment les soins intensifs en neuro. Comme je ne savais pas ce que Nathalie allait faire, c'est quoi la personne... Alors non, en introduction quand même, pardon, excusez-moi, je vais un peu vite. Quand même, quand la question se pose d'une admission en soins critiques pour nous, que ce soit le médecin qui propose ou l'équipe qui va recevoir, il y a toujours quand même un étonnement, voire une surprise un peu dérangée, voire du rejet quand même sur la mission d'un sujet âgé en soins critiques
Et vraiment, ça ne relève pas de l'agisme du tout. Ça, j'en étais convaincue. Et donc, j'avais besoin de... Comment on peut expliquer, essayer de comprendre cette réaction émotionnelle de nos soignants dans les équipes de soins critiques lorsqu'on traite cette question. Et du coup, la première partie du topo va s'attacher aux connaissances scientifiques, médicales, notre responsabilité à nous de soignants, en tout cas ce domaine dans lequel moi je me considère comme expert, alors que je ne suis pas du tout une experte en éthique clinique et je pense que ça n'existe pas. Mais j'invite vraiment les équipes à fonder la réflexion sur les connaissances scientifiques. Et donc, rapidement, le sujet âgé à l'hôpital, ça a été abordé par Nathalie, hein, même si on ne peut pas définir à partir de quand on est vieux. Quand même, ça c'est les recommandations de l'HAS pour la prochaine certification. C'est quand même, il y a des particularités. En premier lieu, la polypathologie, mais en même temps une grande hétérogénéité dans la population, d'où une obligation de traitement singulier des situations. Et puis quand même, il y a tout ce cadre de dépendance iatrogène que vous ne pouvez pas lire. Alors moi, j'ai découvert la dépendance iatrogène, même si j'en connais tous les éléments. C'est les risques lorsqu'un sujet âgé est hospitalisé de dépendance et qui rejoint le syndrome gériatrique en fait. La nutrition, la sonde urinaire, les problèmes d'immobilisation, les troubles cognitifs, les médicaments, etc. Et ça, c'est vraiment très aigu pour nous en soins critiques. Donc après le sujet âgé à l'hôpital, j'avais besoin de vous remontrer c'est quoi les soins critiques. Diapo suivante. Et la fragilité, donc je vous rappelle, plus que l'âge, maintenant vraiment on doit s'obliger à penser les critères d'admission en termes de fragilité. Bon, j'y reviens pas. Les soins critiques, c'est quoi? Alors, c'est défini précisément par décret, un décret qui a été, d'ailleurs, qui est récent, qui date de 2023. Ça comprend les services de réanimation et les soins intensifs, qui peuvent être de spécialité, le neurovasculaire, l'hémato, mais aussi polyvalents. Ils peuvent être rattachés ou non à un service de réanimation. Je vous ai mis, alors vous ne voyez pas très bien, plutôt qu'un grand discours, 2 images tirées d'une revue récente du New England Journal of Medicine qui s'intéresse au devenir des patients après un séjour en réanimation. Donc ça, c'est tout patient confondu, ça ne concerne pas uniquement les sujets âgés. Donc tout en bas, on voit ce que c'est un patient en réanimation. Donc d'ailleurs, on ne le voit pas très bien parce qu'il est au milieu. On comprend qu'il doit être intubé, il est sûrement dialysé, il y a un médecin qui doit être en train de lui faire une échographie, il y a beaucoup de monde autour, des soignants, des kinés et puis des proches au premier plan. Donc la réanimation, c'est ça, sa mission quand même dans le décret, vous le savez bien, c'est réanimer, c'est-à-dire pallier aux défaillances d'organes vitaux, action sans laquelle le patient risque de mourir. Donc on peut comprendre assez facilement que c'est quand même un milieu à part, qui est même qualifié parfois d'hostile, et je pense qu'il n'y a pas besoin de le justifier plus que ça, même s'il y a beaucoup de travail ces dernières années pour améliorer l'ambiance en réanimation. L'activité, elle y est permanente, 2 jours comme de nuit. Pour mener à bien, pour faire notre métier, c'est-à-dire des actes diagnostiques et thérapeutiques, on a besoin de mettre des cathéters, de faire des examens constamment, et donc on parle bien d'actes invasifs quand on parle de la réanimation. Les conclusions de cette revue, donc c'est un service dans lequel la mortalité elle est élevée, elle est assez stable en fait. Autour de... Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait, la mortalité globale en réanimation. Ça dépend vraiment de quelle population vous admettez, de quelle catégorie de patients vous admettez, en fait. Mais c'est autour de 18%. Donc, quand on n'est pas mort en réanimation, on a des séquelles, et c'est ce que montre cette revue. On a des séquelles physiques importantes et on a des séquelles psychologiques. Et ces séquelles psychologiques, elles touchent également les proches des patients. C'est largement documenté. Et enfin, c'est une ressource limitée. J'aurais pu rajouter coûteuse, mais heureusement que je ne l'ai pas fait quand je vois le prix des médicaments innovants. Vraiment, nous, ça n'a rien à voir. Donc, heureusement que je ne l'ai pas mis. Voilà. Donc, notre objectif premier, c'est vraiment ça. C'est ça qu'on a appris. C'est
vite agir pour que le patient ne meure pas. Voilà, j'ai pensé à ça quand tu as dit ta patient qui s'étouffe. Vivre, mais à quel prix? Et on a tous maintenant dans la tête cette notion de l'après. Qu'est-ce qu'on sait? Donc, le sujet âgé en soins critiques, il est présent. Hein, c'est une vingtaine de pourcents de patients actuellement hospitalisés en réanimation de plus de 80 ans, hein, parce que, allons-y, lançons un âge. Hein, maintenant, c'est à peu près ça. Est-ce que ça sert à quelque chose de les mettre en réanimation? On ne sait pas tellement, parce qu'il n'y a pas non plus d'études spécifiques à ce sujet. Il y a quand même des très beaux essais français qui datent des années 2010, hein, qui montrent qu'on n'en est pas certain. Hein. C'est-à-dire que quand on compare une population admise en réanimation sur des critères un peu plus larges et de façon un peu plus systématique qu'une population qui est admise normalement, c'est-à-dire quand on part du nombre de patients qui est proposé en réa, trié par l'urgentiste, finalement accepté, c'est un taux beaucoup moins important. La mortalité à la fin de cette histoire, elle est la même en fait. Hein. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas admettre les patients en réanimation, mais qu'il faut réfléchir qui on admet et surtout ce qu'on y fait. Parce que si on admet un patient en réanimation et qu'on ne fait pas de traitement particulier, c'est sûr qu'il ne va pas se passer grand-chose. Et ce qu'on sait quand même, c'est que l'engagement thérapeutique en termes d'actes invasifs, donc j'entends la ventilation mécanique, la dialyse, les catécholamines à dose importante, je ne parle pas de l'ECMO, il est moins important et les patients sont plus limités. Hein, donc décèdent après des limitations et des arrêts de traitement. Quand on s'intéresse à la mortalité un peu à distance, parce que finalement, la mortalité en hospitalisation, quand on regarde ces sujets âgés, 80 ans, elle est assez proche du sujet un peu plus jeune. L'étonnement, il vient de la mortalité à 1 an. Hein, et là, c'est pareil, il y a des grandes... on a des chiffres, des beaux essais français et européens. Hein, et cette mortalité, selon la pathologie pour laquelle vous êtes venu en réanimation, elle peut atteindre 70% à 1 an. Les séquelles sont plus importantes chez les sujets âgés. Il y a plus de perte d'autonomie physique. Et ça, c'est corrélé encore plus qu'avec l'âge au score de fragilité. La qualité de vie, avec tous les problèmes que pose cette notion, hein, puisqu'il n'y a que celui qui expérimente la vie dont on parle qui peut la juger. Difficile à dire, mais les quelques conclusions à ce sujet sont que ceux qui survivent à la réanimation à distance, donc sûrement des patients robustes, hein, sûrement bien sélectionnés, ils sont plutôt aussi heureux de vivre qu'avant. Donc, en conclusion, il y a quand même sûrement quelques patients qui vont vraiment bénéficier des soins et des traitements de réanimation. Et on peut prendre pour exemple la chirurgie lourde. Hein. Alors, en cancérologie, je ne sais pas trop, mais par exemple, moi j'ai travaillé en chirurgie cardiaque, hein, et c'est vrai qu'on opère régulièrement avec des bons résultats, hein, des patients qui ont plus de 75 ans. Ça, c'est intéressant aussi. C'est qu'est-ce que souhaitent les personnes âgées qui ne sont pas hospitalisées quand on les interroge sur ce qu'elles souhaiteraient comme soins de réanimation, quand on leur explique de quoi il s'agit, hein, parce que je crois que c'est très important de savoir de quoi on parle et c'est difficile de se rendre compte de ce qui se passe dans nos services de réanimation. D'abord, elles veulent participer aux décisions qui les concernent, hein, mais ça, on n'est pas très étonnés de ça, hein, on partage tous cet avis, je pense. Quand on leur explique ce que c'est la ventilation mécanique invasive pour une pneumonie, hein, donc un épisode aigu dont on pense qu'avec les antibiotiques, on va se remettre, c'est 1 sur 2 qui est à peu près d'accord pour le faire. C'est des patients qui ont plus de 85 ans, qui sont à la maison ou en EHPAD, capables de répondre, qui sont dans les standards de cette population, qui ont des maladies, etc. Donc 1 sur 2, quand on rajoute de la dialyse en plus de la ventilation mécanique, et là vraiment dans les séries, on sait que là, la mortalité à 1 an, elle est effroyable en réanimation et 1 an encore plus. Là, il n'y en a plus qu'1 sur 5. Et enfin, quand on fait la ventilation non invasive avec, pour un œdème aigu du poumon, là, ils sont d'accord. Donc, les gens, et je rejoins, je ne sais plus qui a dit ça, quand on leur explique, ils comprennent et finalement, ils ont des demandes plutôt raisonnables. Je voulais juste mettre un petit mot sur les aidants, hein, qui ne décident pas, mais qui sont vraiment des acteurs majeurs pour les sujets âgés à l'hôpital et en soins critiques. Donc, que faire ? Admettre ou pas admettre un patient en réanimation. Donc finalement, quelle particularité pour le sujet âgé? Donc le réanimateur, il a tout le temps le dilemme, il est toujours le même. Hein. J'admets
Ma mission, c'est de sauver. Si j'admets pas un patient qui avait une chance de survivre, ben, je lui fais perdre une chance. Et puis à côté de ça, hein, on a le ne pas s'acharner, hein, article 37 du Code de déontologie médicale. Le médecin doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable. Hein. Il peut ne pas entreprendre des diagnostics ou des traitements inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre but que le maintien artificiel de la vie. Hein. Donc nous, on a vraiment ça dans la tête, ces deux cadres, et il faut qu'on travaille à trouver des critères un peu plus forts pour décider. Donc admettre ou pas admettre, une fois qu'on a admis ces sujets, et finalement chez le sujet âgé, on comprend bien, après ce que je vous ai dit, que nous, notre case ne pas s'acharner. Moi, ma première question, hein, pour revenir à mon étonnement on me propose un patient très âgé, c'est vraiment ça, c'est premièrement, est-ce que je vais pouvoir faire mes soins et mes traitements, c'est-à-dire mettre les cathéters, machin, qui nécessitent d'être alités, de supporter le monitoring, de comprendre à peu près ce qui se passe. Et seconde question, est-ce qu'il va le supporter, hein? C'est vraiment mon inquiétude morale première. Si on prend un sujet âgé en réanimation, qu'est-ce qu'on va lui faire, hein? Ça, c'est important. Est-ce que d'emblée, on décide qu'on ne l'intubera pas, sur quels critères, ou est-ce qu'on met un peu des amines, mais jusqu'à quelle dose, etc. Il y a la possibilité, il y a ce concept qui a été développé de faire de la réanimation d'attente, hein, au bénéfice du doute, hein, quand on n'est pas sûr. On fait pour essayer de sauver le patient. Bon, après, avec des problèmes difficiles à résoudre, hein, parce que combien de temps, on n'aura sûrement pas le temps d'y revenir, hein, surtout quand on a vu que combien de temps il faut lui laisser, hein, à la personne âgée, hein, non, très difficile. Et puis alors, si on est avec quelqu'un qui n'est pas intubé, qu'on a mis pendant 48 heures de la noradrénaline, il ne s'améliore pas, mais il ne s'est pas aggravé, on fait quoi? Enfin voilà, donc c'est quand même pas si simple que ça, la réanimation d'attente. Et du coup, on va sélectionner avec ce qui a été dit avant, hein, c'est-à-dire vraiment le terrain. Et là, on a besoin de l'aide des gériatres pour apprendre à mieux caractériser cette fragilité. Le diagnostic à la mission, la pathologie aiguë, elle est chronique, elle est réversible ou non. Et enfin, il faut qu'on améliore nos compétences, clairement. Quand on fait de la réanimation, on la fait vraiment. Peut-être qu'il faut aussi qu'on apprenne à faire un peu autrement, accepter, repenser notre monitoring, etc. Il y a peut-être à travailler là-dessus. Et pour faire la transition avec Jean-Étienne Bazin, on va mettre un cas clinique. Moi, c'est vendredi dernier, hein, 18h. J'ai le chirurgien qui vient me voir parce que je suis de garde aux soins intensifs. 102 ans, il me dit, écoute Sylvaine, on a une patiente de 102 ans en gériatrie qui est hospitalisée depuis un peu plus de 15 jours. Elle a une cholécystite. Elle ne voulait pas vraiment se faire opérer au départ. On lui a mis 15 jours d'antibiotiques et puis voilà, hein, ça n'a pas marché. Elle a la péritonite biliaire. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne vais pas vous donner la réponse à ce qu'on a fait. On pourra y revenir après. Mais voilà, qu'est-ce que je décide? Je la prends, je ne la prends pas? Qu'est-ce que je fais? À quel degré? Et je passe à la parole à Jean-Étienne Bazin. Merci beaucoup, Sylvaine. En fait, Patrice nous a fait faire une procédure collégiale à 300 km de distance, donc c'était difficile. On va essayer d'aller vite pour essayer dans les clous, mais Sylvaine a dit l'essentiel, et puis nos collègues neurologues aussi, parce que finalement la problématique, elle est un peu la même, et puis en oncologie aussi. C'est quelle limitation peut-on faire ou doit-on faire pour des personnes considérées comme âgées? Est-ce qu'on a le droit de ne pas faire bénéficier quelqu'un, une personne, quel que soit son âge, des bienfaits? Je vous ai mis les bienfaits entre guillemets, parce que jusqu'où est-ce que ce sont des bienfaits que de faire des gestes invasifs, de la réanimation? Et la question est pourquoi? Et j'insiste beaucoup, et c'est un sujet, la réanimation n'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est la vie que la personne désire vivre. Moi, j'adore cette phrase, l'âge, on a l'âge de nos désirs. Moi, ce que je souhaite dans des directives anticipées, c'est que la personne me dise ses désirs. Je désire voir mes petits-enfants grandir. Je désire sentir l'odeur de la bouse de vache dans les alpages quand je peux aller me balader. Après, savoir si on intube pas, on dialyse pas, etc. Mais ce ne sont que des moyens qu'on met en face pour arriver à ce désir qui n'est pas déraisonnable dès l'instant où c'est un désir exprimé par une personne qui le souhaite. Si je respecte le souhait de la personne, dans ce cas-là, je mets en face les moyens. Et on a vu que les moyens en onco-hématologie pouvaient largement
faire vacciner des milliers d'enfants contre la rougeole en Afrique. Alors, le maintien en vie, et avec toute la définition, c'est quoi maintenir en vie? Le cœur bat, pouvoir prélever des organes, le cerveau vit, avec quel déficit après, quel handicap au sortir de la réanimation. Ça ne peut être un but en soi, ce seul maintien en vie. C'est le maintien d'une vie qui va permettre les désirs de la personne tels qu'elle le souhaite. Et donc, ce caractère déraisonnable, eh bien, il ne peut être jugé que sur les buts, et seule la personne peut le définir. C'est pour ça que ça doit être défini avant. Moi, tout à l'heure, je n'ai pas tout à fait compris, mais on n'était pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Mais moi, un réanimateur qui dit « mais c'est quoi le projet de vie de cette personne ?» Ce n'est pas une question complètement... si la personne elle n'a aucun projet de vie, bah, peut-être que la meilleure des solutions, plutôt que de l'intuber, c'est de la mettre sous sédation. À condition que ça a été décidé avant, que ça a été choisi avec la personne avant. Le problème, c'est que trop de fois, les personnes sont hospitalisées aux urgences, puis proposées en réanimation, et on ne sait pas ce qu'elles souhaitaient, on ne sait pas ce qu'on veut pour elles. Du coup, on se lance dans une réanimation d'attente qui se prolonge. Et puis, ensuite, il y a un médecin de garde qui dit « mais moi, cette petite mamie, comme on l'a vu, avec tout l'agisme qu'il y a, peut aller dans un sens ou dans l'autre. Hein. Ça peut être « mais je l'adore parce qu'elle me rappelle ma grand-mère, etc. Donc, je vais la dialyser. » Et on rentre dans un cercle vicieux infernal qui n'a aucun sens. Et le but doit vraiment être défini par la personne ou par ses directives anticipées ou par la personne de confiance. Et puis, en fonction de ça, on prend des décisions de limitation. Et toute la limitation, c'est ça. On peut très bien rentrer quelqu'un en réanimation en disant on ne l'intubera pas, on ne fera que de la ventilation non invasive, on ne le dialysera pas, on ne fera pas tel truc. Mais à condition qu'on ait envisagé, et c'est le cas clinique de Sylvaine, on dit cette dame, on ne l'opère pas de sa vésicule et on lui met un traitement antibiotique. D'accord? Et si ça se complique, qu'est-ce qu'on fait? Mais la décision, elle ne doit pas être prise le jour où elle a la péritonite. La décision, elle doit être prise le jour où on a décidé de ne pas l'opérer. Moi, j'ai vu plein de gens qu'on a décidé de ne pas opérer d'un anévrisme de l'aorte, et après, on les a opérés d'un anévrisme rompu, dans des conditions épouvantables. C'est complètement stupide. D'accord? Donc, le problème, et on l'a vu et on le répète encore, ça n'est pas le problème éthique de l'âge, c'est que l'âge, je passe très vite parce que je n'ai pas le temps de disposer, mais on sait très bien qu'il y a des personnes à 95 ans qui jouent au tennis de table et puis d'autres qui sont complètement grabataires. On ne peut pas juger sur l'âge, et on l'a déjà dit moult fois. Et juste, si je reviens quand même sur cette dernière phrase, parce qu'elle est importante, faire rentrer en réanimation une personne de façon injustifiée, peut-être que c'est très intéressant pour l'établissement parce qu'au moins le lit rapporte des sous, sinon le lit ne rapporte pas de sous. Il faut en tenir compte de ça, et ça c'est lamentable sur le financement des lits de réanimation. Mais faire rentrer quelqu'un en réanimation, qui ne le justifie pas, c'est une maltraitance pour la personne, c'est une maltraitance pour ses proches, c'est une maltraitance pour le personnel qui va investir des moyens, c'est une maltraitance pour la société qui dépense de l'argent pour rien. Et donc, face à cette maltraitance, il faut savoir, on l'a vu ce matin, il faut savoir ne pas faire. Et la grande difficulté quand on est réanimateur et jeune réanimateur, c'est savoir ne pas faire. C'est vraiment très très important. Donc, l'âge n'est pas le critère. Et puis, le degré d'engagement doit dépendre des souhaits de la personne, de la fragilité de la personne, des objectifs de qualité de vie espérés, d'une concertation multidisciplinaire. Et pour ça, les procédures collégiales, je vous rappelle que toute limitation thérapeutique doit s'accompagner d'une procédure collégiale. Ce n'est pas un médecin tout seul qui décide d'une limitation thérapeutique. Et, si possible, anticiper au maximum pour éviter les prises de décision dans la catastrophe et dans l'urgence. Je vous remercie. Bonjour à vous tous et presque bonsoir. Donc moi je vais conclure la journée par la fin de vie, mais les soins palliatifs, et je vais essayer de réfléchir avec vous sur la spécificité un petit peu de l'accompagnement de la personne âgée en fin de vie. Alors c'est vrai que ça m'a posé un peu souci parce que bon, quand est-ce qu'on est âgé, qu'est-ce qu'une personne âgée, quelle est la différence? Et voilà, donc j'ai essayé de regarder la spécificité de la fin de vie chez la personne âgée, quels sont les enjeux éthiques, et puis projet de loi et personnes âgées. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la spécificité de la fin de la vie chez la personne âgée? Alors vous voyez, j'ai mis beaucoup de coquelicots parce que c'est en même temps une fleur qui est très belle.
qui est rouge, et j'aime beaucoup le rouge. Et en plus de ça, quand on la ramasse, elle se flétrit. Donc c'est toute la fragilité et la vulnérabilité de la personne âgée, et plus encore quand elle est en fin de vie. Alors, quelles sont les spécificités? Alors, il y a 3 trajectoires et je trouve que c'est intéressant à comprendre. D'abord, c'est le mourir de vieillesse. C'est une détérioration progressive. Et donc là, on a du mal un peu à repérer. C'est surtout des patients qui présentent des maladies d'Alzheimer ou maladies apparentées. Et on a beaucoup de mal à repérer la phase palliative, justement, pour ces personnes âgées. Et j'avais fait une étude dans des EHPAD. Donc, les soins palliatifs étaient repérés pour les personnes faisant des soins palliatifs, ça variait d'une résidence à l'autre, et ça paraît normal. Mais plus encore, au sein de la même résidence, on voyait qu'on repérait très mal la fin de vie de la personne qui présente des troubles cognitifs. Donc ça, c'est important. Il y a aussi tout ça, aussi des trajectoires de maladies chroniques. On a, en fin de vie, il n'y a pas que des patients qui ont des cancers, il y a des maladies chroniques, des décompensations, et on ne sait jamais quand est-ce que ça sera le dernier décompensation. Quelle est la dernière pneumopathie, quel est le dernier épisode d'insuffisance rénale. Et c'est pour ça que parfois on a des patients qui rentrent aux urgences et on dit mais enfin pourquoi ils auraient pu rester à domicile ou à leur EHPAD parce qu'ils étaient trop fatigués. Mais en même temps c'est compliqué de savoir quel sera le dernier épisode avant le décès. Et puis quelque chose, enfin entre guillemets, qui paraît plus simple, c'est les patients qui présentent des pathologies cancéreuses. On voit bien à un moment donné, quand il y a une flambée, quand il y a une progression de la maladie avec des métastases, qu'on arrive quand même à une phase palliative et qu'on repère bien. Ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on travaille ensemble avec les oncologues, parce qu'il n'y a pas, c'est pas parce que les soins palliatifs s'occupent d'un patient qu'il n'y a pas besoin ou qu'il n'y a pas de traitements curatifs ou de chimiothérapie qui sont mis en place. Et donc, je trouve que c'est ça qui est intéressant. Le progrès qu'on a fait, probablement, c'est pour les soins palliatifs, c'est de prendre les patients le plus en amont possible. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, on nous appelait pour des patients qui étaient en phase agonique. Alors, c'est sûr que c'est important. Mais maintenant, on retrouve beaucoup plus pour les patientes qui ont des cancers. On s'en occupe beaucoup plus quand ils sont encore en chimiothérapie. Et justement, on améliore leur qualité de vie par cette prise en charge globale où on travaille avec les oncologues. Donc là, c'est un réel progrès. Alors, la personne âgée en fin de vie, et surtout, ce qui est le plus spécifique, me semble-t-il, chez la personne âgée, c'est ces personnes âgées qui ont des troubles cognitifs. Alors, quelle est la particularité qui présente une maladie d'Alzheimer? Alors voilà, il y a des mystères. Moi, je trouve que ces personnes, elles présentent des mystères, et parfois du fait de la démence et de la mort. Alors, les mystères, c'est qu'est-ce que c'est que cette démence? Elle est définie par des A privatifs, l'agnosie, l'apraxie, etc. En même temps, ils ont des troubles du comportement. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces troubles du comportement? Parfois, il y a une absence, une errance. On voit des gens qui déambulent sans cesse. C'est toujours assez impressionnant. Et peut-être que quand ils présentent des maladies très évoluées, on a l'impression que c'est un peu la mort déjà dans la vie. Ce sont des personnes qui ont des maladies d'Alzheimer et qui sont en phase terminale, les mourants. Alors, qu'est-ce que c'est que ce monde des mourants? On en a déjà parlé ce matin. C'est-à-dire ce monde des mourants fait quelque chose qui est totalement à part. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas malades, mais ils ne sont pas vivants. Et c'est un peu un statut de mort. Et quand on a commencé de développer les soins palliatifs au CHU de Saint-Étienne, on était un peu dans une structure, dans un lieu où on mettait tout ce qu'on ne voulait pas voir, c'est-à-dire les personnes âgées, on mettait les patients qui présentaient des troubles, la psychiatrie, et on mettait les mourants. Voilà. Maintenant, ça a un peu changé. Maintenant, nous, on est avec la maladie, avec des patients qui présentent l'oncologie, etc. Mais la fin de la vie aussi. Alors, comment définir la fin de la vie? Quand est-ce qu'elle commence, cette fin de la vie? Est-ce que c'est le début de la maladie? Est-ce que c'est la gravatisation? Et c'est toutes des questions qui restent là à se poser. La mort, c'est un objet de non-savoir. On ne revient pas de la mort. On est ignorant par rapport à la mort. On est ignorant de la fin et on est encore plus ignorant du moment. Donc ça entraîne beaucoup de mystères que cette personne âgée qui a des troubles cognitifs et qui va mourir. Des repères bafoués, on a vu cette phase palliative, c'est un long mourir. Parfois, les familles nous disent « mais enfin, quand est-ce que ça va cesser ?» Si c'était notre chien, on l'aurait déjà euthanasié. Je pense que vous avez toujours eu toute cette question. Et c'est une question aussi qui m'a... Un patient qui avait 91 ans, qui était parfaitement autonome à la maison, et qui, un matin, elle n'avait pas allé chez le coiffeur, donc ils sont allés voir, elle avait fait un gros accident vasculaire. Et elle est rentrée dans notre service. Parfois, on prend des gens qui ont des accidents vasculaires où on savait qu'il y avait une inondation ventriculaire et qu'elle n'allait pas survivre. Et c'est-à-dire qu'au bout elle était parfaitement
calme, pas douloureuse, pas d'encombrement. Et au bout de 3 jours, la famille nous a dit, mais ça ne va pas. Elle n'aurait pas aimé se voir comme ça, il faut vraiment que vous fassiez quelque chose. Il y a aussi cette société où il y a de l'immédiateté, c'est-à-dire qu'on est vivant, il faut faire des examens, il faut faire beaucoup de choses, et après, il faut aussi faire beaucoup de choses pour aider à mourir. Donc pour ces patients qui sont en phase palliative, on a une aggravation lente et progressive, et parfois difficulté d'établir un pronostic. Quand est-ce qu'il va mourir? Mais on ne le sait pas. Et puis il y a des soins palliatifs normés, je dirais, par rapport au cancer, et les soins palliatifs non normés, c'est-à-dire par rapport aux patients qui ont des troubles cognitifs ou des personnes âgées. Il y a des symptômes d'inconfort, alors ils sont difficiles à repérer. Parfois, le patient ne repère pas cette douleur, ou parfois on ne la cherche même pas. Parfois, on a des troubles du comportement pour lesquels on va mettre en place des psychotropes, alors que c'est peut-être que la patiente a une douleur ou qu'elle est en rétention. Donc, il faut savoir aussi examiner les patients. Et puis, comment évaluer la souffrance morale d'une personne qui s'exprime très peu? C'est difficile. Nous reconnaître la particularité, c'est reconnaître déjà la particularité de ces personnes âgées, et ça va nous permettre en même temps de pouvoir les définir, la spécificité et la responsabilité, c'est-à-dire qu'on doit répondre de ces troubles du patient et pouvoir l'accompagner. Alors, une vulnérabilité augmentée, on en a parlé beaucoup de la vulnérabilité, mais il me semble que la vulnérabilité, elle fait partie de la condition humaine, et plus encore pour la personne malade, et plus encore âgée, et plus encore en fin de vie. Quelle est la spécificité de l'accompagnement? Alors l'accompagnement, c'est unique, je crois que c'est important, on est tous uniques, donc c'est un accompagnement unique. Il faut savoir le reconnaître, voir au-delà des troubles cognitifs, de la déchéance physique et de la perte d'autonomie. C'est parfois difficile, mais je crois que c'est un pas de côté à faire. Reconnaître l'humanité de la personne âgée qui présente une maladie d'Alzheimer, c'est quand même une personne qui est humaine, et le regard que je lui porte lui confère une identité et une singularité. C'est évident quand on est tous ensemble à réfléchir, mais parfois, il y a parfois de la maltraitance par rapport à ces patients qui ne s'expriment pas. L'originalité et spécificité des soins palliatifs, c'est une démaîtrise. On a un devoir d'accompagnement. On doit sortir de la vision dualiste de normalité à normalité et se laisser guider par les patients. Et là, je vais vous raconter une histoire, une belle histoire. C'est Madame J qui a 87 ans. Elle vit en EHPAD, elle est Girin, donc totalement dépendante. Elle est veuve, elle a 3 enfants, elle a une maladie d'Alzheimer. Elle va rentrer chez nous dans notre service pour une détresse respiratoire suite à une pneumopathie par inhalation. Alors on croit elle est vraiment pas bien, on pense qu'elle va décéder, puis elle s'améliore un peu. Et puis dans notre service, une fois par semaine, on a une médiation canine. Et donc, je dis à la famille, elle ne réagissait pas, mais je dis à la famille, est-ce qu'elle aimait les chiens? Et elle a toujours eu des chiens, donc ses enfants me disent, ah oui, ça serait bien. Et donc, la patiente, quand elle a eu ce chien, elle s'est mise à sourire, elle a caressé le chien, et elle a parlé un tout petit peu. Et il y avait ses enfants et ses petits-enfants qui ont été très, très émus, parce que ça faisait 2 ans qu'ils n'avaient pas entendu le son de leur grand-mère et de leur mère. Donc voilà, c'est une belle histoire. Bien sûr, la patiente est décédée, mais je trouve que justement, c'est ça l'accompagnement, c'est de proposer des choses différentes et de pouvoir accompagner le mieux possible. Les enjeux éthiques de la fin de vie, alors c'est de l'homme dont il s'agit, je crois que c'est important à le redire. Dilemmes éthiques, donc ces dilemmes éthiques sont à identifier, et comme nos collègues nous ont dit, ils sont à anticiper. Donc entre l'obstination déraisonnable et l'abandon, qu'est-ce que je fais si le patient se dégrade? Est-ce que je l'hospitalise aux urgences ou pas? Est-ce que je le laisse dans l'EHPAD? Est-ce que je le laisse à domicile? Cette alimentation artificielle, est-ce qu'on met en place une alimentation parentérale, entérale? Il y a beaucoup de questions par rapport à les sondes nasogastriques, etc. Est-ce que je vais faire en place une transfusion ou pas? Est-ce que je vais faire une antibiothérapie? Est-ce qu'on va limiter ou arrêter des traitements? Qu'est-ce que je fais par rapport à un refus de soins? Vous voyez que les dilemmes éthiques, ils sont nombreux, mais je crois que c'est intéressant de pouvoir les anticiper et en même temps, ça donne sens à la prise en charge du patient. La réflexion éthique, c'est que faire pour bien faire? Je crois que c'est ce qu'on a tous envie. Qu'est-ce que je fais pour bien faire? Alors, quelles sont les valeurs en jeu qui sont parfois contradictoires? On parle toujours de l'autonomie, c'est-à-dire cette capacité à décider, mais c'est aussi la bienveillance, c'est aussi, on l'a vu, la non-malfaisance, l'équité, la proportionnalité et la dignité. Alors, on a vu que il y a le patient, la famille et le médecin. Et qui décide? On a déjà entendu, donc ça sera un peu de la répétition. Donc c'est le patient, parfois il ne peut pas dire, mais peut-être qu'il a écrit ses directives anticipées ou recueillir sa parole. Sans écrire ses directives anticipées, on peut aussi recueillir sa parole.
Et ça me semble important aussi qu'on puisse retracer ce qu'il a dit et s'il n'a pas donc directive anticipée. Il y a un patient, pour toi Jean-Étienne, qui m'a dit qu'il avait écrit ses désirs anticipés. C'est bien. Voilà. Donc sa personne de confiance, c'est la famille ou les proches. Et je crois que c'est peut-être ça aussi, il faut anticiper. Anticiper par rapport à connaître les souhaits du patient avant la phase terminale de la maladie. Mais je crois que c'est très difficile de parler de la fin de vie dans notre société actuelle. C'est encore un sujet très tabou. Et que ce soit quand des patients qui ont des cancers ou des patients qui ont des pathologies dégénératives, souvent c'est difficile pour le médecin gériatre et l'oncologue de discuter avec le patient. Si jamais vous n'allez pas bien, qu'est-ce que vous souhaiterez? Et je crois que ça, c'est dans notre population actuelle, enfin chez nous, on a encore beaucoup de mal à parler de ça. Et c'est dommage parce que je crois que ça serait bien de pouvoir justement anticiper, pas sur cette directive anticipée, mais anticiper sur la parole du patient et avancer au fur et à mesure avec le patient sur ce qu'il désire ou ce qu'il ne désire pas. Et je crois que ça serait vraiment très intéressant. Les anglo-saxons appellent ça l'advanced care planning, et je crois que c'est quelque chose qu'on pourrait développer actuellement. Alors, la famille. Alors, bien sûr, on dit que la famille, elle n'a pas décidé. Néanmoins, là, on avait une situation qui était une patiente qui était en USLD depuis 5 ans. Elle a 7 enfants qui sont très peu présents. Elle est sous tutelle. Dans ses antécédents, on a une psychose chronique déficitaire, un syndrome dépressif avec plusieurs tentatives de suicide et une myocardiopathie dilatée avec un défibrillateur. Cette patiente est gravataire, elle est dépendante pour tous les actes de la vie quotidienne. Elle fait un sepsis avec une dégradation de l'état clinique. Et cette patiente est peu communicante du fait de ses troubles cognitifs et de barrière de la langue. Et elle a une attitude vicieuse des membres inférieurs en flexum et une hyperextension du cou. La famille est informée, donc ils vont tous arriver, les enfants. Et il y avait jour et nuit. Il y a un petit-fils qui ne voulait absolument pas qu'on laisse sa grand-mère, il ne voulait pas sortir même pour les soins. Parce qu'il ne voulait pas, la famille refusait, très vindicative. Elle demandait une hospitalisation en réanimation. Et puis surtout, elle refusait qu'on fasse de la morphine et qu'on mette du Valium aux patients. Je pense que vous avez dû rencontrer ça parce que nous, on a plusieurs situations où les familles ne veulent pas qu'on mette ni morphine ni Valium. Donc, on est appelé dans le cas de l'équipe mobile. Alors, que faire ou ne pas faire? Donc, on essaye de réfléchir par rapport à l'hospitalisation, qui est complètement déraisonnable et qui est une obstination qui n'a aucun sens. Et par rapport à ce refus de traitement, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Par rapport à cette famille très vindicative, comme elle était sous tutelle, le tuteur est informé et le tuteur il va faire appel au juge et qui va mettre une ordonnance rendue pour limiter les visites de la famille entre 14h et 17h. Donc c'était vraiment c'était sévère, mais à la fois, je pense que c'était indispensable. Et de ce fait, les relations après étaient beaucoup plus cadrées et la famille ne s'est plus opposée au traitement et la patiente est décédée confortablement. Voilà, c'est des situations difficiles où bien sûr la famille ne décide pas, mais parfois on est très ennuyé par rapport à ça, comment faire pour bien faire. Alors les soignants, parfois c'est compliqué aussi parce qu'il y a une souffrance des soignants, parce que c'est des limites, hein, parfois on n'est pas... qu'est-ce que c'est l'efficacité? Il y a un hiatus profond entre notre attente, notre idéal, on fait des formations, on va accompagner, on va prendre du temps pour discuter avec le patient, et puis la réalité nous rattrape, hein, et on a des moyens humains qui sont insuffisants. Quand on pense qu'on veut développer les soins palliatifs en EHPAD et qu'il n'y a pas des infirmières la nuit dans toutes les EHPAD, ça pose quand même question, et qui peuvent entraîner aussi une souffrance pour les soignants. Des repères habituels qui sont parfois difficiles à juste distance. Par rapport dans les EHPAD, il y a quand même un côté un peu affectif des soignants par rapport aux résidents, puisque c'est une histoire qui est longue entre eux. Donc, est-ce qu'il n'y a pas cette souffrance aussi des soignants? Et puis, quelle est la capacité à soigner? Parfois, on se dit non, mais il faudrait peut-être mieux qu'il aille à l'hôpital, ça serait mieux, etc. Ou c'est parfois les familles. Donc, on voit que chaque décision est difficile. Alors, il va y avoir un projet de loi sur la fin de la vie. Alors, les patients qui sont âgés mais qui sont parfaitement autonomes, je pense qu'ils rentreront dans les critères. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu qu'il y a 2 textes. Il y a un texte sur les soins palliatifs et une aide à mourir. Alors, juste un petit commentaire, hein, que l'on soit favorable ou défavorable à cette évolution, au-delà de la transgression de l'interdit de tuer et de la mort, ce projet de loi ouvre la porte à des extensions extrêmes, et notamment, soyons vigilants par rapport aux plus vulnérables. Et les personnes âgées font partie des plus vulnérables, avec un risque d'injustice, de violence,
de maltraitance, un abus d'influence et parfois d'abandon. Et un point positif pour terminer, il y a des perspectives d'amélioration puisque on va développer plus les soins palliatifs pour les personnes âgées puisque l'ARS a donné des financements plus importants pour développer le travail des équipes mobiles en extra-hospitalier, c'est-à-dire à domicile et dans les EHPAD et dans les établissements médico-sociaux. Alors pourquoi ça? Parce qu'il y a quand même une augmentation des décès en EHPAD. On a vu que c'est un lieu de vie, c'est un lieu de la fin de la vie et c'est un lieu aussi de la mort. La continuité des soins, pour éviter justement que ces patients qui sont en EHPAD ou à domicile ne décèdent pas, sont hospitalisés et ne décèdent pas sur un brancard, parce qu'on a encore beaucoup de patients qui vont décéder sur un brancard. Et parfois une prise en charge médiocre, voire insuffisante dans les EHPAD. Je crois que parce qu'il y a un peu ce que j'appelle un no man's land entre le médical et le non médical. Et puis peut-être que justement les soins palliatifs seraient un petit peu une interface pour accompagner au mieux ces patients et qu'ils restent jusqu'à la fin dans leur lieu de vie. Et pour terminer, en conclusion, la médecine palliative est une philosophie de la vie, de chaque vie, prise dans sa singularité et qu'il faut s'efforcer d'accompagner. Je vous remercie.